Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est avoir conscience de la situation sanitaire du département du Gers. Nous parlons souvent avec Jean-Michel Blais pour en faire le point, mais peut-être peut-il nous faire effectivement ce point sanitaire du Gers, où on en est sur le Covid-19 dans le département du Gers. Jean-Michel Blais, je vous passe la parole en vous remerciant encore une fois. Oui, merci Monsieur le Président, merci pour votre invitation. Vous m'entendez là? Parce que... Très bien. Oui, très bien, d'accord. Merci pour votre invitation. Je pense que effectivement c'est une instance très utile puisque vous êtes un partenaire sur de nombreux champs avec nous et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant qu'on puisse être en lien comme on l'a été avec les services, mais enfin avec cette instance que vous avez mise en place. Alors, sur la situation sanitaire, vous savez que le Gers a été bien sûr impacté comme les autres. Malgré tout, dans la première phase, c'est un département de l'Ouest français, donc Sud-Ouest, donc nous avons été un peu moins touchés que les régions de l'Est, voire de l'Île-de-France à l'époque. Suite au déconfinement et à la période estivale, le virus a circulé de manière beaucoup plus générale maintenant sur l'ensemble du territoire. Pour autant, nous avons quand même une situation relative en Occitanie avec des chiffres moins élevés que les autres départements. Nous avons toujours été dans les 4-5 départements avec des taux d'incidence moins élevés. Alors, la circulation du virus, elle se mesure avec trois indicateurs qui sont utilisés par l'ensemble des acteurs, qui sont le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Ensuite, il y a un deuxième indicateur, mais qui lui est plus lié au nombre de dépistages, c'est le taux de positivité des tests. Et enfin, il y a le taux de dépistage. Voilà. Alors les trois sont liés parce qu'un taux de dépistage bas va peut-être donner un taux de positivité élevé, puisqu'on fait peu de tests, donc on les concentre sur les personnes à symptômes ou sur lesquelles on a des doutes. Vous voyez, donc c'est en fait une appréciation d'ensemble. Donc sur le taux d'incidence, qui est quand même l'élément principal sur lequel on mesure la situation de chaque département, on a aujourd'hui un taux d'incidence, alors en données provisoires, qui est de 190,5 pour le Gers, sachant que la moyenne régionale est à 219. Donc, vous voyez, je vous parlais d'une situation globalement un peu plus favorable du département. Bon, pas de beaucoup, de 190 à 219 en moyenne régionale, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais malgré tout, on a une situation relative un petit peu moins critique que certains autres départements. Pour autant, on est monté, je pense qu'il y a là, sur ce chiffre, il y a un effet quand même du second confinement, puisque fin octobre, on était à 206,8, donc quasiment 207. Du 26 octobre au 7 novembre, à 233 et du 2 novembre au 8 novembre, on est monté à 271. Vous voyez qu'il y a la circulation du virus se reflète de manière assez importante dans la mesure du taux d'incidence. Voilà, donc le cadre général est celui d'une situation relativement plus favorable, mais qui n'est pas, nous ne sommes pas épargnés, puisque je rappelle que c'est au-dessus de 50 que la situation, comme le seuil d'alerte est à 50. Donc je rappelle qu'on est quand même à 190. Voilà. Au niveau géographique, c'est quelque chose qui bouge un peu tous les jours. Actuellement, je dirais que on a eu initialement en mars un foyer surtout sur Lectoure puis Florence. Sur cette deuxième phase, tous les territoires sont touchés. C'est quand même le territoire central, le territoire Vic-Fezensac qui est un peu moins touché. Mais aujourd'hui, par exemple, le taux d'incidence est beaucoup plus élevé. Il est à 324 sur Cœur d'Astarac en Gascogne, c'est-à-dire Mirande. Puisqu'on a des données par établissement public de coopération intercommunale.
voilà, donc on a quand même la moitié des communautés de communes qui sont au-dessus de 200. Hein. La communauté de communes des Deux-Rives, Grand Armagnac, celle d'Aire-sur-Adour, qui comprend des communes du Gers, Bastide de Lomagne, donc cœur d'Astarac, j'en ai parlé, le Bas-Armagnac, Bastide-et-Vallon et Astarac-Arros en Gascogne. Voilà, toutes ces EPCI ont un taux d'incidence qui est supérieur à 200 et supérieur à 300 pour cœur d'Astarac en Gascogne. Donc voilà, donc le milieu rural, on peut penser que le milieu rural est un milieu moins favorisant que les milieux urbains avec des densités de population plus importantes. Le virus circule quand même en milieu rural, on le voit par les chiffres. Voilà. Sur les données d'hospitalisation, puisque évidemment beaucoup de gens peuvent rester à domicile et à l'isolement, mais certains ont besoin d'être hospitalisés. Donc nous avions hier 45 personnes hospitalisées pour Covid, 35 au centre hospitalier d'Auch, donc il y en avait 7 en réanimation, 19 en hospitalisation conventionnelle et 9 en soins de suite et de réadaptation. Sur l'hôpital de Condom, il y a 9 personnes hospitalisées et une à Saint-Blancard. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu des prévisions, vous savez, de l'Institut Pasteur sur l'impact du Covid sur le système de santé, qui avait fixé la date du 15 novembre en Occitanie comme étant le pic. En Occitanie, donc, nous avons retravaillé ces données à partir bien sûr d'études de Pasteur, mais aussi des éléments issus de l'observation de l'activité des établissements. Et on pense que le pic pourrait être atteint ce vendredi. Donc voilà, on est tout près. Avec 45 personnes hospitalisées, on retrouve le niveau d'hospitalisation de la première vague, puisqu'on avait eu 46 personnes hospitalisées, mais on n'avait jamais dépassé plus de 6 personnes en réanimation dans la première vague du printemps. Voilà pour ce qui concerne l'activité hospitalière. Alors, il y a bien sûr l'établissement point d'appui, c'est le centre hospitalier d'Auch. Et ensuite, il y a une coordination interétablissement pour, notamment avec le concours du centre hospitalier de Condom, pour l'accueil de patients atteints du Covid en dégagement du centre hospitalier d'Auch pour lui permettre de continuer à recevoir de nouveaux patients. Et il y a aussi une coordination avec d'autres établissements. Je pense au centre hospitalier de Lombez-Samatan et Gimont, qui, à la demande, font connaître leur disponibilité pour pouvoir réorienter des patients. Sur la réanimation, l'ensemble la capacité du service a été étendue de 8 à 10, puisque en routine, hors période Covid, la capacité du service de réanimation est de 8. Donc là, il y a une extension à 10. Il y a aussi une possibilité d'extension à 12, mais les moyens sont limités pour le Gers, puisque il faut des personnes qualifiées pour travailler en réanimation. Et donc, il y a une coordination des services de réanimation de l'Ouest Occitanie, sous l'égide du CHU de Toulouse, qui peut donner lieu à des transferts de patients entre établissements, si besoin, pour équilibrer la charge entre services de réanimation. C'est comme si, d'une certaine manière, sur l'Ouest Occitanie, il n'y avait qu'un seul service de réanimation, si je puis dire. Voilà. Au travers de la mise en réseau des services de réanimation des établissements. Voilà pour ce panorama sur à la fois le taux d'incidence et puis ses répercussions sur l'activité hospitalière. Sur la situation du secteur médico-social, parce qu'on a beaucoup parlé des EHPAD. Dans le Gers, la situation sur 36 EHPAD, la situation a été relativement maîtrisée, puisque nous n'avons connu que... alors, il y a eu au printemps des épisodes assez longs, notamment sur les EHPAD de Florence et de Lectoure, les EHPAD de l'établissement public de santé de Lomagne,
Pour cette deuxième vague, on a eu jusqu'à 7 EHPAD touchés, avec des décès dans certains EHPAD. À ce jour, il y en a 6 EHPAD avec des épisodes qui se terminent. Sur Val-de-Gers, Saint-Massop, ça se termine. Cadéot à Florence, ça se termine. En revanche, il y a le Château Fleuri à Vic-Fezensac. Une petite alerte sur Montréal du Gers et sur l'EHPAD de Gimont actuellement. Donc à ce jour, on n'a plus que 3 EHPAD qui ont une situation qui nécessite un dépistage, puisque vous savez que en cas d'apparition d'un cas positif ou dans les personnels ou dans les résidents, la doctrine régionale, c'est le dépistage systématique à la fois de l'ensemble du personnel et de l'ensemble des résidents pour avoir une image de la situation à un moment et pouvoir prendre des mesures, donc de renforcement évidemment des mesures barrières ou éventuellement de sectorisation entre des secteurs plus identifiés Covid ou non Covid. Voilà, donc ces opérations de dépistage se réalisent, Madame Ribet en a parlé, avec des infirmiers libéraux, et je profite pour la remercier de sa collaboration parce que depuis le mois de mai, on l'a beaucoup sollicité. Également, au printemps, les infirmières du conseil départemental, Monsieur le Président, avaient apporté leur concours avec votre accord et ça a été extrêmement utile. Nous avons aujourd'hui les infirmiers du SDIS, les infirmiers sapeurs-pompiers, qui, quelquefois presque au pied levé, le jour pour le lendemain, nous apportent leur concours. C'est le cas d'ailleurs sur Gimont, aujourd'hui, je crois, et demain. Voilà, donc je voulais en profiter pour remercier la solidarité qui s'est manifestée de la part de certains organismes et des soignants pour ces opérations de dépistage. J'ajoute que pour les tests, l'apport du laboratoire, puisque M. Esposito est présent, l'apport du laboratoire Public Labo interdépartemental dont le Gers fait partie, a été extrêmement utile puisque ça nous a permis de réduire les délais de mise à disposition des résultats. On a un délai qui est extrêmement satisfaisant. Il l'a été beaucoup plus, puisqu'on est dans les 24 heures, très majoritairement, à plus de 90% sur l'ensemble des labos du Gers. Je crois qu'on est à 83% dans la mise à disposition des résultats sous 24 heures. Donc ça a été extrêmement utile. On avait des délais de mise à disposition de résultats, donc derrière aussi des délais de rendez-vous pour les personnes qui ont été très nettement améliorés, qui étaient bien meilleurs que ce qui pouvait être même en Haute-Garonne, par exemple. Voilà, donc je voulais souligner ces points. Voilà, Monsieur le Président. Alors, aujourd'hui, on a une mise à disposition de nouveaux tests qui s'appellent les tests antigéniques, puisque alors, le test... Oui, Monsieur Blais, je suis peut-être un peu long. Non, pas du tout, vous êtes très précis. Mais puisque vous avez abordé cette question-là, je vous la pose parce que c'est une question de Michel sur le Facebook Live. Vous savez que les citoyens peuvent nous poser des questions et Michel pose justement cette question-là. À quand les tests antigéniques dans le Gers? Donc je vous laisse nous répondre et lui répondre. Voilà, alors effectivement, les tests antigéniques sont apparus récemment. Bon, ils ont fait l'objet de discussions scientifiques et qui sont d'ailleurs toujours en cours sur leur usage. L'idée du test antigénique, c'est d'améliorer encore le nombre de tests réalisés, donc d'augmenter le nombre de tests avec cette formule de test antigénique pour toujours dans la stratégie de dépister, isoler, protéger, puisque c'est depuis le déconfinement la stratégie pour casser les chaînes de contamination, donc les dépister au plus vite et au plus tôt. Donc le test antigénique, alors le test de référence reste le test dit PCR, dont je parlais avec les résultats qui sont mis à disposition à peu près en 24 heures, au maximum en 48 heures.
le test antigénique, il se pratique de la même façon, hein, c'est un prélèvement nasopharyngé. Son avantage, c'est qu'il est disponible en 30 minutes. Hein, la réaction se fait immédiatement avec une solution. Et donc, en 30 minutes, on a le résultat. Donc, il y a un certain nombre, par contre, du fait de... Il y a eu comment dirais-je, des discussions autour de sa fiabilité. Donc, il ne peut pas, dans certaines situations, être utilisé, notamment lorsque les symptômes, les personnes sont symptomatiques depuis plus de 4 jours, hein, par exemple. Mais il a été utilisé en Occitanie pour les personnels des EHPAD, les personnels, hein, pas les résidents, qui reprenaient leur service ou qui revenaient de congé à la Toussaint. Donc il y a eu une campagne importante et ça a permis de dépister. Maintenant, on va ouvrir au plus grand public la réalisation de tests antigéniques, puisque les médecins, les pharmaciens et les infirmiers vont pouvoir le réaliser. Donc, un arrêté préfectoral a été pris pour pouvoir autoriser la réalisation de ces tests et ils pourront être réalisés, par exemple, en pharmacie. Voilà. Alors, l'indication, c'est que donc on peut se faire tester hein, avec le test antigénique dans des laboratoires, chez son médecin lorsqu'il se déclare comme réalisant le test, chez les pharmaciens ou des infirmiers qui donc réalisent le test. Le test est accessible gratuitement, hein, comme le test PCR, et en revanche, il est donc indiqué pour les personnes qui sont symptomatiques depuis moins de 4 jours ou dans le cadre de dépistage ciblé, c'est-à-dire qu'actuellement, il est utilisé dans les ports et les aéroports pour les voyageurs qui arrivent sur le territoire. Il va être étendu aux maternités, aux patients, aux services d'urgence pour les patients qui se présentent aux urgences, puisque ça permet de savoir tout de suite, donc rapidement, en 30 minutes, si le patient est positif ou non, et également pour les personnels des services d'incendie et de secours. Voilà, donc le SDIS va être doté de tests. Il est prévu après, dans une deuxième phase, de l'étendre aux établissements non médicalisés de personnes handicapées, aux maternités privées et au personnel de l'éducation nationale. Voilà. Donc on est bien dans une optique de dépistage élargie. Mais il faut respecter les indications de ce test. Voilà. Voilà, j'ai essayé d'être précis dans la réponse. Avant de voir ici dans la salle ou parmi les participants en visio s'il y a des questions à poser, puisque là on est à un stade où toutes les questions doivent et peuvent être posées, j'ai une autre question du Facebook Live de Philippe, qui n'est pas moi, hein, et qui dit, effectivement c'est une question qu'on se pose très souvent, comment se fait-il que les chiffres donnés par l'ARS sont parfois différents des chiffres donnés localement? Vous voyez bien qu'on en parle souvent, Monsieur Blay, quand on est en conversation dans d'autres réunions, il y a parfois entre le chiffre qui est publié dans la presse, celui qui est publié sur le bulletin de l'ARS, les chiffres que vous nous donnez au préfet, il y a parfois des petits décalages, que ce soit sur les hospitalisations, sur les cas Covid, sur même les décès. Donc je crois que c'est assez difficile parce que ça fluctue et c'est en fonction de ce qu'on prend, mais est-ce que vous avez un mot à dire pour expliquer aux citoyens pourquoi parfois il y a des petits écarts, quoi? Oui, alors, bon, les écarts, sans doute, peuvent être expliqués. Si on nous soumet des cas précis, on pourra peut-être donner des explications. Alors, sur tout ce qui est taux d'incidence, taux de positivité, c'est l'organisme qui s'appelle Santé publique France qui publie ces données à partir de l'exploitation de la base des résultats des laboratoires, parce que tous les labos doivent saisir leurs résultats sur une base qui est utilisée par Santé publique France. Donc on a cette première source d'information. Donc on essaye de se tenir à ces sources d'information. Hein. Ensuite, on a sur les données hospitalières, les établissements doivent saisir leurs données dans une application civique. Hein. Donc on s'en tient là aussi à ces chiffres. Donc on essaye effectivement d'être
le plus cohérent possible entre le niveau régional, le niveau départemental. Après, au niveau départemental, on a, nous étant sur le terrain, des éléments dans le cadre des contacts qu'on a avec les établissements qui peuvent nous amener à avoir voilà, des informations, je dirais, un peu plus complètes. Hein. Puisque sur les décès, on a aussi l'application Civic donne le nombre de décès dans les établissements de santé. Nous, on a aussi un contact direct avec les établissements pour le volet EHPAD et médico-social qui nous permet de compléter ce chiffre. Actuellement, il y a dans le département, au dernier pointage, donc, qui inclut les données de Civic, mais aussi les données que nous avons auprès des EHPAD, nous avons donc 66 décès dans le département depuis le début de l'épidémie. 66 décès qui peuvent être liés à la Covid-19. Oui, oui, des gens dépistés Covid positifs, oui. Et curieusement, M. Blay, je crois savoir qu'on a un taux de mortalité dans le département du Gers qui est, si ce n'est stable, peut-être même un peu inférieur à une période similaire des années précédentes. Effectivement, effectivement. Donc, contrairement à la tendance nationale, on a... il n'y a pas de surmortalité, quoi. Non, non, effectivement. Effectivement. Donc il faudra que... Alors, sur les données de mortalité, il faut être prudent. On a besoin de recul pour les interpréter, hein, pour ne pas aller trop vite. Mais au moins, le premier constat, vous avez raison, il est celui-là, oui. Et sur l'appli Tous Anti-Covid, est-ce qu'on sait si dans le Gers, les gens l'adoptent, s'y mettent? On n'a pas de données qui permettent de savoir aujourd'hui combien de personnes dans le Gers ont mis sur leur portable, lorsqu'ils en auront un, l'appli Tous Anti-Covid. Non, non. Malheureusement, on s'est posé la question effectivement avec le préfet, mais on n'a pas encore cette donnée. D'accord. Ok. Bon, merci. Est-ce que dans les différents collèges, élus, experts, citoyens, il y a des questions qui pourraient être posées à Jean-Michel Blay? Oui, je passe la parole à Gérard Abéillé. Oui, bonjour. J'ai deux questions. La première, c'est que j'ai vu qu'il y avait 3 chiffres R0 qui sont différents. Donc, lequel est le bon? Et ensuite, qu'en est-il des tests sérologiques dont on avait beaucoup parlé et qui ont disparu totalement du paysage? Voilà. Merci. Alors, sur le R, il est donné au niveau régional. Il n'y a pas de données départementales. Je ne l'ai pas immédiatement disponible parce que j'ai beaucoup de statistiques. Je ne l'ai pas, mais je pourrais vous... Pardon? Au niveau national. Au niveau national, il y a plusieurs R qui sortent. Oui. Vous dites qu'il y a plusieurs valeurs. Aujourd'hui, c'est 0,81, je crois. Il y en avait un qui était à 1,1 et un autre qui était à 1,2 ou quelque chose comme ça. On parle au plan national, hein, M. Blay. Oui, oui. D'accord. Bon, et il y a une explication qui est donnée, non, sur, Je ne sais pas, mais de toute façon, je pense qu'il y a eu un comité de défense hier au niveau national. Il y aura une prise de parole, je crois, comme tous les jeudis, si ce n'est du Premier ministre, du ministre de la Santé, qui nous donnera quel est le niveau de R. Mais j'imagine que c'est un niveau qui fluctue et qui évolue effectivement pratiquement quotidiennement. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais les données pour le calculer sur les 3 R ne sont pas les mêmes. Je suis pas médecin, je ne peux pas. Celui qui est important, c'est celui qui est donné par Santé publique France. Ouais. C'est celui-là qui est important parce que les épidémiologues en donnent tous, effectivement, qui sont en variation. Et celui qui est important, c'est celui officiel donné par Santé publique France. On est d'accord. Quelle était la deuxième question? Les tests sérologiques dont on a... Ah oui, les tests sérologiques. Oui. Oui, alors le test sérologique, il existe toujours. Hein, il peut être pratiqué d'ailleurs enfin, il donne une indication, mais peut-être, je crois qu'il y a des médecins dans l'assistance qui pourront être plus précis que moi, parce que je n'ai peut-être pas tous les mots
aussi précis, enfin exact. Mais ça donne une idée du passage du virus chez la personne. Hein, et ça peut donner une idée encore de la charge virale résiduelle, peut-être. Hein, je sais. Voilà, donc ce test est utilisé pour savoir s'il y a encore une trace du virus au niveau de l'organisme. Sur ces questions-là, peut-être Julie Ribet, et après peut-être le docteur Clouzot. Julie? Oui, docteur, allez-y. Allez-y, docteur. Allez-y. Alors, docteur Clouzot? Micro. On ne vous entend pas, micro. Vous m'entendez maintenant? Voilà, c'est bon. Je viens au secours. Oui. Alors, les tests sérologiques, effectivement, quand ils sont bien au point, mesurent ce qu'on appelle des IgM et les IgG. Les IgM sont le reflet d'une infection récente dans les 15 jours après l'infection et sur les 3 premiers mois. Et les IgG, eux, normalement, quand la technique est bien au point, mesurent dans la durée sur plusieurs années. Alors, donc ça permet de savoir si on a une infection récente, si les IgM sont élevés, et les IgG diront bah, vous avez été en contact il y a quelques mois ou peut-être il y a quelques années, on pourra dire ça par la suite. Mais ce n'est pas encore facile, et ils ne sont pas encore assez précis, enfin les derniers, pour pouvoir être utilisés de façon massive et surtout ils ne répondent pas à la question aujourd'hui est-ce que vous êtes atteint du Covid. Ils répondent dans le meilleur des cas, est-ce qu'il y a 15 jours, vous étiez atteint du Covid? Donc, ce n'est pas très utile pour casser l'interruption de la chaîne. Ok, moi, merci. Je voulais juste poser une question. Je voulais savoir si les tests, les tests antigéniques sont intégrés. Est-ce qu'ils déclenchent le suivi, les cas contacts, etc. Et est-ce qu'ils sont intégrés dans le calcul des taux d'incidence? Parce que certes, les tests antigéniques sont rapides dans le résultat, mais nécessitent, comme pour le préleveur, qu'il soit habillé et protégé de la même façon que quand on fait les tests PCR. Donc, c'est pas facile pour un médecin en consultation de s'habiller, de prendre tous les dispositifs pour prélever une personne, pour lui donner le résultat 20 minutes après. Donc, c'est pas très souple dans l'organisation de la médecine courante ou chez le pharmacien. C'est effectivement, quand on va prélever plusieurs personnes à la suite, c'est effectivement la même méthodologie. Mais quand même, ma question portait plus sur est-ce que, quand on a un résultat antigénique positif, est-ce que ça rentre dans le déclenchement de la suite des événements, les cas contacts, les arrêts, etc. Oui, docteur. Alors, oui, vous avez raison. C'est pas évident hein, dans la pratique courante de réaliser un test, puisqu'il y a un certain nombre de précautions à prendre qui sont identiques, hein, celles qui prévalent pour un test PCR. Après, oui, il est prévu que tous les professionnels qui le pratiquent, le test antigénique, saisissent les résultats dans la fameuse base qui recense l'ensemble des résultats des laboratoires, qui s'appelle SIDEP, hein, pour Système d'information dépistage, hein, SIDEP, qui est la base qui sert après à Santé publique France pour ses statistiques et qui sert à l'assurance maladie, aux plateformes de l'assurance maladie pour recenser les cas contacts. Donc, il est bien prévu que les professionnels saisissent, puisque s'ils veulent être remboursés de leur acte de prélèvement, il faut qu'ils aient saisi préalablement. Voilà. Merci pour les infos. Est-ce que quelqu'un veut rajouter sur ce sujet-là une information particulière ou une question? Moi, j'ai une nouvelle question qui nous vient du Facebook Live de Dominique, qui est un peu en marge de ça. Je ne sais pas si vous, Monsieur Blais, vous pourrez y répondre. La question que pose Dominique, c'est est-ce qu'il est prévu un dépistage de masse au niveau des lycées et des collèges? Est-ce qu'il y a une orientation particulière qui va être destinée au lycée, au collège? Je ne sais pas d'ailleurs dans la question qui est posée si on parle des enseignants et des personnels administratifs qui travaillent dans ces collèges et dans ces lycées, ou si on parle des élèves. À mon avis, voilà. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça? Il nous manque le DAZEN qui pourrait peut-être le dire, mais voilà. Oui.
Oui, effectivement. Alors, j'ai essayé de répondre. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a d'une part, le dépistage massif peut se justifier en cas de cluster identifié, hein, pour essayer d'avoir une image de la situation et pour pouvoir prendre les mesures adaptées. Jusqu'à présent, les mesures, enfin les gestes barrières fonctionnent, hein, dans les établissements, puisque le bilan qu'on fait régulièrement avec le préfet et le DAZEN montre que les évictions sanitaires sont limitées, hein. Les gestes barrières fonctionnent, donc on n'a pas de dépistage au-delà d'un petit cercle de cas contacts. Il n'y a pas eu de dépistage massif à faire, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. La seconde réponse, c'est que les tests antigéniques s'adresseront au personnel de l'éducation nationale, donc ils pourraient être pratiqués peut-être à grande échelle sur l'ensemble des enseignants d'un établissement s'ils sont volontaires, puisqu'il faut, je rappelle, que la personne accepte le test, hein. Ce n'est pas, le test n'est pas imposé aux personnes.